Saveurs et délices de Chani. Nous avons tous apprécié cette émission de découverte culinaire. Mais qu'est devenue cette charmante dame qui la présentait? Pour le savoir, suivez Get to Know Me. Bonjour et bienvenue à vous. Madame Chantal Fanny, Excellence, vous avez été promue au grade d'ambassadeur plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire. Vous débutez votre carrière en 2006 au ministère des Affaires étrangères, diplômée de sciences politiques, titulaire d'un DSS en communication, un doctorat en sciences politiques, sénatrice de la région du Foulon, maire de la commune de Cagnasso. Que de chemin parcouru. Alors, comment laisse-t-on entre griffes la cuisine pour la politique? Bonjour. Merci d'abord d'avoir posé votre objectif sur moi. Parce qu'en fait, ça voudrait dire que je suis quelqu'un qu'on aimerait découvrir. Et donc, j'aimerais vous remercier déjà pour cet honneur que vous me faites. Alors, vous avez surfé sur tout ce que j'ai pu faire. Mais il serait bon aussi de rectifier une chose. Je n'ai pas le doctorat en droit, mais je suis doctorante. Donc, quand je dis doctorante, j'aime bien la rire parce que je prends mon temps. J'aurais dû finir depuis, mais avec les multiples tâches qui me sont dévolues, je prends mon temps et j'espère qu'en 2020, je vais quand même boucler ce doctorat-là. Comme on le dit, Inch'Allah. Inch'Allah. Maintenant, de la cuisine à tout ce que j'ai pu faire, j'aimerais bien vous dire que la cuisine est une passion. Malheureusement, en Afrique, on n'arrive pas à permettre aux gens de vivre leur passion. Tout à fait. Et moi, j'aime vivre mes passions. Donc, on m'a connu, le public m'a connu en faisant la cuisine. Quand bien même à cette époque-là, j'étais consultante externe à la BAD. Quand bien même à cette époque, j'étais directeur marketing et commercial à la Poste. Je continuais toujours à partager ma passion avec les téléspectateurs. Alors, il y a beaucoup de gens qui me voient, ah, c'est l'animatrice. Oui, bon, j'ai animé mon émission, mais en fait, il ne faut pas oublier que c'était un PAD, prêt à diffuser. Et je suis quand même assez fière de dire que je suis une des premières structures privées, totalement privées, qui a fait les PAD en Côte d'Ivoire. Donc, c'était prêt à diffuser. Je filmais et je vendais à la télé. Parce que ce que les gens oublient, ou bien ne savent pas, c'est que ce n'est pas la télé qui nous a permis de le faire, c'est nous qui le faisions. Ils ont accepté de retransmettre notre émission. Donc on payait l'espace pour retransmettre l'émission. Ça, j'aimerais bien quand même que les gens puissent faire la différence. Maintenant, entre-temps, je suis rentrée aux affaires étrangères. J'ai gravi tous les échelons. J'aime à le dire, de secrétaire adjoint des affaires étrangères, secrétaire des affaires étrangères, conseiller, ministre plénipotentiaire. Et j'aime à dire qu'on a reconnu mon talent, le président de la République a reconnu mon talent et on m'a nommé ambassadeur. Mais c'est quand même un parcours difficile parce que j'aurais aimé aussi être bombardé ambassadeur sans avoir à faire toutes ces étapes-là. Mais bon, c'est toujours bien parce que à un moment donné, vous êtes fier de ce que vous avez par la suite parce que vous le méritez. Vous êtes de quelle région de la Côte d'Ivoire? J'aime dire que je suis de la Côte d'Ivoire, de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Mais initialement, basically, je suis de Cagnasso, donc qui est dans le district du Denguélé. Quels sont les souvenirs d'enfance que vous avez de cette région? J'ai aucun souvenir. Vous n'y avez pas grandi? J'ai pas grandi, j'ai pas vraiment. Je suis tombée donc comme un cheveu sur la soupe. C'est vrai que la première fois que j'ai pu aller à la rencontre de cette région, c'était en 1983 ou 84, où j'étais présidente du MEICI et mon père était député de la région et j'ai organisé donc un voyage avec mes amis du MEICI et c'est comme ça que eux et moi nous avons découvert pour la première fois la région. Et puis après ça, je suis allée peut-être 2 ou 3 fois pour des problèmes de décès. Et donc, avec ça, donc, je suis allée grosso modo jusqu'à ce que je sois élue 6 fois maximum.
D'accord. Ça, on va y revenir. Mais entre-temps, votre enfance, où est-ce que vous passez votre enfance? À Abidjan, à l'extérieur? Mon enfance, je l'ai passée à Abidjan. Et effectivement, j'allais plus à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays. Donc, je voyageais, je découvrais l'extérieur, j'apprenais des langues de l'étranger. C'est vrai que mon grand regret, c'est de n'avoir pas appris, ma première langue ne soit pas le malinké. Mais bon, j'essaie de me débrouiller aujourd'hui, j'essaie de rattraper les choses. Mais bon, je passais plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Alors, toute jeune, vous l'avez dit, vous aimez vivre vos passions. Toute jeune déjà, de quoi rêviez-vous? Comment vous vous voyez plus tard? Quand j'étais toute petite, je rêvais d'être journaliste. Alors, à 9-10 ans, je me mettais toujours devant, j'étais assise dans un salon, je prenais le journal et je lisais comme si je lisais, comme si j'étais une journaliste qui lisait le journal télévisé. Donc j'ai toujours rêvé d'être journaliste. Et puis bon, quand j'ai eu le bac, j'ai fait du droit, j'ai toujours voulu faire de la science politique, mais je suis partie aux États-Unis. Et j'ai commencé une année et il y a un ami de mon père qui a eu la brillante idée de lui, la brillante idée pour lui, mais moi la mauvaise idée pour moi de dire à mon père qu'il fallait que je fasse du droit, puisque quel que soit le cursus scolaire que je ferais, notre objectif était que je revienne en Côte d'Ivoire pour travailler pour mon pays. Donc il fallait que je fasse, j'ai une base en droit. Donc mon père l'a écouté, il m'a fait revenir et j'étais à la fac de droit ici. Ça n'a pas du tout été facile, mais par la suite, tant bien que mal, on s'en est sorti. Je suis allée au Canada où je vous avoue que j'ai été brillante. Ça m'a étonnée moi-même. J'ai été très brillante. C'est pour dire que les études ici à l'époque, quand on le faisait, c'était vraiment de très bonnes études parce que quand vous alliez à l'extérieur, vous étiez très à l'aise. Donc j'ai été très brillante au Canada. Pour preuve, quand je suis revenue, on m'a décerné le titre de diplômée influente. Et je parle sans preuve, mais je crois que je suis la seule Ivoirienne diplômée influente ici en Côte d'Ivoire. Pourtant, on a quand même pas mal de personnes qui ont fait leurs études au Canada. Et la preuve, les Canadiens me suivent. Quand j'ai été élue maire, l'ambassadeur de l'époque m'a envoyé un message de félicitations pour dire qu'elle me suivait et ainsi de suite. Donc, je pense avoir été bonne au Canada. Sciences Po, ça a été quelque chose de très bien parce que pour moi encore à l'époque, quand vous faisiez Sciences Po, vous étiez brillante et j'avais besoin d'être brillante pour pouvoir moi-même me réconforter et puis me sentir en confiance. Donc je suis revenue en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas été journaliste parce que bon, je visais un peu plus maintenant, mais voilà. On a l'impression quand vous parlez que vous êtes en défi, c'est-à-dire vous vous lancez des défis à chaque fois. Ça c'est vrai. Vraiment malheureusement pour moi, et je ne sais vraiment pas comment faire pour arrêter, mais je suis en perpétuel challenge. Je me challenge chaque fois. J'ai des défis, je veux faire ça. Je me dis que j'ai les moyens de le faire parce que tout le monde a les moyens de le faire. Je me bats pour y arriver. Et dès que j'ai fini ça, je passe à autre chose. Et même avant de finir, je suis sur un autre challenge. Effectivement, je suis tout le temps en défi avec moi-même, en défi avec mes capacités, en défi avec la vie. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez quelque chose à prouver aux autres, à quelqu'un de particulier? Peut-être parce que mon père m'a élevée en tant que... On n'est que deux filles. Alors donc, tout le monde disait à mon père, il faut avoir un garçon pour ton héritage et tout. Et il s'est contenté de dire que non, il était très fier de ses deux filles. Mais moi, en tant qu'aîné, je pense qu'il m'a toujours mis la pression pour que je sois digne de lui après son départ. Et je pense que c'est ce qui fait que je suis toujours en train de prouver que je suis capable parce que voilà, ça a toujours été... On m'a élevé quand même avec beaucoup d'amour, mais avec beaucoup de poigne. Grande femme d'affaires, vous avez, je dirais, une école internationale où il y a
un cycle d'éveil, le cycle primaire, vous avez aussi le lycée, et vous avez 2 universités privées. Je pense que j'ai hérité ça de ma mère. Ma mère n'est pas ivoirienne, elle est nigériane. Ouais. Et je crois que tout le monde connaît un peu le sens des affaires des Nigérians. Et donc, je pense avoir hérité de ma mère. Bon, mais ça, c'est ce qui est connu, effectivement. Il y a d'autres activités encore. Il y a beaucoup d'activités que j'ai. Et ça me plaît. Ça me plaît parce que je crée, j'essaie de faire vivre ces activités-là. Mais ça va. On essaie de faire aller. Mais je ne prends pas ça comme une... C'est pas un fardeau parce que c'est un plaisir de le faire. Oui. Comme je vous ai dit tantôt, je vis mes passions. Donc tout ce que je fais, c'est ce qui me plaît. Et avec la famille, ça se passe de quelle façon? Est-ce que vous avez le temps, justement, de vous occuper de votre famille? Oui, je ne fais aucune impasse quand il s'agit de mes enfants et de ma famille. Autant vous verrez que j'ai 1001 choses à faire. Des fois, j'aime bien dire que 24 heures ne me suffisent pas, mais je ne lésine en aucun moment pour m'occuper de mes enfants, de mes fils. Et j'ai des horaires très précis. Le matin, dans la journée, en général, on est tous partis. Hein. Eux, quand ils étaient un peu plus petits à l'école, maintenant à l'université, moi, dans mes différentes affaires. Mais à partir de 19 heures, tout est mis en stand-by. Et bon, ben, on est là, on est ensemble, on parle de la vie, ce sont mes amis, on échange sur ma journée. Mon dernier fils est tout le temps, qu'est-ce que tu as fait de la journée? Je dois lui expliquer ce que j'ai fait. Surtout lui, il veut que je lui dise exactement qu'est-ce que j'ai fait dans la journée. Les autres, nous parlons de tout et de rien. Il n'y a pas de tabou entre eux et moi, on parle vraiment, on est très amis. Ils fréquentent vos universités? Non, non, malheureusement. Pourquoi? Ils n'ont pas fait le choix? Non, l'université vient de commencer cette année. D'accord. Donc, ils n'ont pas eu à le faire puisqu'ils sont un peu plus loin. Malheureusement pour moi, parce que j'aurais aimé qu'il y en a qui fassent autre chose. Oui. D'autres diraient heureusement, mes 2 premiers fonds de sciences politiques, ils finissent cette année. Donc, voilà pourquoi ils ne sont pas dans mon université. Et le dernier, lui, il est en 2e année, mais bon, il ne sait même pas encore ce qu'il veut faire. Espérons qu'il fera autre chose. Autre chose, d'accord. Alors, vous êtes membre du Parlement africain, qui est l'Assemblée législative, si je ne m'abuse, de l'Union africaine. Pouvez-vous nous expliquer votre rôle et parler un tout petit peu de ce Parlement? J'ai été... Ça a changé? J'ai été dans le sens où... Quand nous avons été élus sénateurs, il a fallu, le président du Sénat, le président Aoussou, a demandé, enfin, a dispatché un peu. Et donc, à l'époque, c'était moi et un de mes collègues qui étions au Parlement panafricain. Donc, ce Parlement panafricain regroupe un peu tous les députés de l'Afrique. Et donc, là, nous parlons beaucoup des objectifs, des objectifs que l'Afrique veut s'assigner et nous essayons de voir dans quelle mesure les parlementaires peuvent contribuer à assainir les lois, à assainir, puisque nous, on voudrait quand même rentrer en plein pied dans la globalisation, donc assainir les lois, faire de sorte que nous puissions tous être au même niveau d'information et de fonctionnement. Depuis la dernière session, je vais être rerouté, comme on dirait, à la CEDEAO. Et donc, en février, je pars à Abuja. Donc, félicitations. Voilà. Merci. Mais pensez-vous que vous réussissez quand même à impacter les choses en Afrique, à apporter un certain changement? Moi ou... Vous et ce Parlement? Oui, le président Nkodo Dang, qui est le Parlement, le Parlement panafricain, lui, il travaille beaucoup, il voyage beaucoup pour justement parler de la nécessité qu'on se mette ensemble pour faire quelque chose. Et donc, quelque part, il impacte, sinon ça ne serait pas là, ça ne date pas de hier, ça date quand même de longue date. Et si ça n'avait pas d'utilité, ça ne serait pas là. Il impacte et moi je le vois travailler, je l'ai vu travailler, j'ai vu beaucoup de parlementaires interagir. On a eu 2 sessions où on y était et vraiment je crois qu'on
on a beaucoup d'espoir en eux et ils pourront faire beaucoup de choses. Surtout avec vous. Parlement panafricain, vous partez de l'autre côté aussi. Voilà, mais il y a la dame, la sénatrice qui sera là-bas, qui est quelqu'un de vraiment, vraiment balèze, Madame Dao Gabala. Oui. Et je vous assure que je sais qu'elle fera bouger les choses. Énormément. Plus que nous, en tout cas. Parlons un tout petit peu du Sénat. Oui. Comment se porte notre Sénat? Le Sénat se porte très bien. C'est vrai que ce n'est pas facile parce que c'est le premier Sénat de la Côte d'Ivoire moderne. Oui. Et nous sommes les précurseurs. Les précurseurs n'ont toujours pas la tâche facile. Donc nous avons commencé, nous avons eu quelques soucis parce que nous n'avions pas pu fonctionner comme il se devait. Fonctionner, ça veut dire quoi? Que la navette fonctionne, c'est-à-dire que l'Assemblée nous envoie les lois après avoir planché là-dessus, nous envoie pour que nous aussi nous puissions apporter notre mot, apporter nos rectificatifs ou nos amendements. Et puis après, bon, tout est mis ensemble pour que ça puisse être consolidé. Alors, on n'a pas pu faire ça la première année. La deuxième année, on est en train de travailler. On a différentes commissions. Les commissions travaillent très fort, surtout la commission finance. Vous pouvez imaginer la commission éducative, la communication et tout ça. Alors donc, on travaille beaucoup. Hein, mais je pense qu'on est en train de mettre sur pied un vrai Sénat pour laisser ça comme héritage à ceux qui viendront par la suite. Alors pour ceux qui ne comprennent toujours pas le fonctionnement du Sénat, qui ne comprennent pas l'utilité du Sénat, qui se disent mais c'est quoi encore? Comment leur expliquer en quelques phrases? Mais je veux dire, ceux qui ne comprennent pas, en général, les gens ont toujours d'abord peur ou bien une crainte ou une image négative de ce qu'ils ne comprennent pas. Bon, on ne peut pas en 2 minutes expliquer ce que c'est le Sénat, mais je crois qu'il est important pour une grande nation comme la nôtre. Et la Côte d'Ivoire n'est pas un petit pays. Donc, automatiquement, si nous voulons nous hisser au niveau des grandes nations, surtout une des grandes nations de l'Afrique, il faut bien que nous ayons la possibilité d'avoir un Sénat. C'est nécessaire. Il y a plein de pays en Afrique, notamment, enfin, plein de pays en Afrique, je ne citerai pas ces pays qui ont eu le Sénat, qui se sont retirés en disant que c'est budgétivore. Mais en fait, quand vous-même vous faites de la communication, vous savez que la communication, les gens ne voient pas ça forcément comme quelque chose d'important, mais ça a son sens et on a besoin de communication pour pouvoir fonctionner. Autant, nous, le Sénat, nous pensons que nous pouvons apporter, et nous sommes un contrepoids parce que nous sommes la haute chambre, donc la chambre de sagesse, pour mieux apporter pour mieux apporter quelque chose aux lois qui sont édictées. C'est vrai que nous, on n'a pas la pleine l'attitude d'imposer des lois, mais nous pouvons apporter quelque chose aux lois qui sont votées à l'Assemblée. Mais avant d'être votées, on a quand même des débats, et ces débats, nous apportons aussi notre plus-value à ces débats. Première sénatrice de la région du Folon, première maire, ou premier maire de Kaniasso, alors diplomate. On peut dire que vous suivez un tout petit peu les traces de papa, de feu papa. Je suis première sénatrice élue du district du Denguélé. D'accord. Du district du Denguélé. Ça, c'est une grande, grande fierté pour moi. J'espère aussi pour mon père où il est. Première maire de la région du Folon. Il faut savoir que le district du Denguélé a 5 maires. D'accord. Donc, il faut dire que nous sommes vraiment émancipés. Le genre est une réalité là-bas. La promotion du genre est une réalité dans le district du Denguélé, bien que nous soyons musulmans à grande majorité. Donc, les gens ont l'impression que les hommes ne permettent pas aux femmes de s'exprimer. Mais bon, voilà. Mais effectivement, je suis un peu le parcours de mon père qui, à l'époque, a été le premier député de la région du Folon. Après, il a été maire. Donc, je suis un peu son parcours. Je suis sénateur, certes pas député, mais parlementaire. Je suis maire, la première femme maire, effectivement, de la région du Folon. Et ça, c'est un honneur aussi.
Et puis diplomate, je pense aussi que je crois que je suis la première diplomate de la région. Mais bon, ça c'est l'ombre de papa qui, Alors qui pèse. justement, pourquoi cette région? Pourquoi Cagnasso? D'abord, il faudrait dire que j'ai fait sciences politiques, mais j'aime pas la politique. Mm. Cagnasso, parce que les vieux de l'époque, les vieux de la région, ont demandé à ce que je vienne les assister. La Côte d'Ivoire a été divisée en deux pendant bien longtemps. Ah oui. Et donc, il n'y avait pas de fonctionnement administratif. Et mon père est décédé tout en étant maire, donc en pleine fonction, et pendant cette période-là. Il y avait deux options, que tout le monde reste au sud et puis qu'on laisse les gens se débrouiller seuls, ou voir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour les accompagner en mémoire de notre père. C'est comme ça, ma mère et moi, nous avons continué à poser des actes dans le sens du développement. Et durant toute cette période, et je pense que c'est la reconnaissance de ces vieilles personnes qui ont dit que cette fille n'a pas vécu avec nous, ne connaît pas réellement nos réalités, mais au moment où on a eu le plus besoin, elle était là, alors que ceux qui ont vécu avec nous, qui ont grandi avec nous, qui nous connaissent, sont restés plus dans le sud et n'ont pas posé d'actes significatifs. N'oubliez pas que Cagnasso a beaucoup de cadres. Honnêtement, il y a beaucoup de cadres et de grands niveaux, mais je ne sais pas pourquoi, pas beaucoup d'entre eux ont posé des actes significatifs. Et je pense que c'est ce qui a fait qu'ils sont venus demander à ce que je sois maire pour continuer, pour avoir les moyens de continuer le peu que je faisais. D'accord. Avez-vous d'autres engagements sur le continent africain? Je dis médiatrice, mission d'observation, consultante ou autre? Oui, en fait, nous avons créé le réseau international des femmes leaders qui est sympathisant parce que nous estimons que sans hommes aussi, on ne peut pas bien avancer. On a besoin des hommes pour pouvoir nous accompagner. Oui. Et ce réseau international des femmes leaders a pour objectif d'accompagner les femmes. Ce n'est pas un réseau de plus, c'est un réseau qui apporte un plus. Alors, on se base beaucoup sur la formation. Les gens estiment que quand on fait un réseau, une ONG, c'est pour donner, financer les femmes pour l'autonomisation. Oui, ce réseau est pour l'autonomisation des femmes, mais on veut commencer par la formation parce que j'estime que la formation est quelque chose de très important. Donc on fait beaucoup de formation. On a des partenaires canadiens, américains aujourd'hui qui nous accompagnent dans ce réseau-là. Nous avons aussi l'avantage de voyager, donc de rencontrer beaucoup de personnes qui croient en ce qu'on fait, notamment le président du Parlement panafricain, le président de la commission de la CEDEAO qui nous a reçus. Et tous ceux-là sont prêts à nous accompagner pour l'autonomisation de la femme. Et surtout, puisque nous avons un volet qui est très important, c'est le volet paix-sécurité. Donc on a une cellule de veille, de paix et de sécurité, parce qu'on estime que tout ce que nous sommes en train d'entreprendre, tout ce que nous sommes en train de construire ne peut être réel que si nous sommes en paix et en sécurité. Alors, on essaie de voir. Cette cellule, elle est vraiment active. Voilà pourquoi nous voyageons souvent. À l'époque où je voyageais, parce que bon, on voyait mon expertise, mais maintenant, nous allons beaucoup voyager. Nous voyageons beaucoup dans le cadre de la sécurité et de la paix. Nous allons voir un peu ce qui se passe ailleurs pour pouvoir faire des rapports et suggérer à nos dirigeants comment éviter certains conflits inutiles. Le président de la CEDEAO nous a demandé d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire avant les élections, pendant les élections, d'être présents, parce que nous, les femmes, on a un pouvoir d'apaiser les choses. En Afrique, on dit en général la nuit porte conseil, mais nous savons tous que cette nuit porte conseil, c'est quand les hommes parlent avec les femmes pour pouvoir leur donner des conseils. Donc notre rôle premier aussi, enfin second, mais premier aujourd'hui pour le réseau international des femmes leaders et sympathisants, c'est la sécurité et la paix, permettre aux femmes de toutes ensemble travailler pour la sécurité et la paix. Quand on a un souci, c'est les femmes qui prennent les premiers coups, c'est les enfants, c'est les maris, c'est les fils, c'est les frères, donc il faut qu'on veille sur eux. D'accord. Alors, qu'est-ce qui a pu arriver à un moment donné dans tout votre parcours
vous faire arrêter les choses? Dire, bon, j'essaie, je n'y arrive pas, ou peut-être que vous avez été déçu ou choqué à un point, vous vous êtes dit, moi c'est bon, je m'arrête là. Est-ce que c'est déjà arrivé? Je me suis arrêtée quelque temps. C'est le décès de mon père qui m'a choquée. En 2004, quand il est décédé, j'ai tout arrêté. Parce que je me demandais, d'abord j'ai réussi à vivre parce que mes enfants étaient là. Sinon, honnêtement, je me disais dans mon cœur que si mes enfants n'étaient pas là, moi je serais partie avec mon père. Parce que je ne voyais même pas l'utilité de vivre. Donc j'ai vécu pour mes enfants, mais j'ai tout arrêté. J'ai tout arrêté pendant 3 ans, 4 ans. Ma vie s'est arrêtée. Et puis bon, ben, je m'occupais de mes enfants. C'est eux qui m'ont permis de vivre. Et puis c'était des automatismes. C'est ça, le décès de mon père. Il vous manque encore? Ah, honnêtement, et même en parlant, j'ai encore des larmes aux yeux. Parce que il est mort à 70 ans, je pense que c'est beaucoup. Mais j'aurais aimé l'avoir plus encore. Quand les femmes aiment leur père, c'est toujours comme ça. Et puis, on sait en tout cas, avec tout ce que vous avez fait comme travail, qu'aujourd'hui, il est sûrement très fier de vous. On va revenir sur de bons souvenirs. Yopougon, vous vous définissez comme Fille de Yop. la fille de Yop. Pourquoi? Pourquoi cet amour pour Yopougon? Ça fait 48 ans que j'habite là. Et dans le même patelin. Oui. Et c'est vrai que je suis partie d'une maison à une autre, de la maison familiale à une petite maison et après à une autre grande maison. Mais c'est tout ça dans le même rayon. Hein. Et donc j'aime, c'est chez moi. Je ne vois pas ma vie ailleurs. J'aime à dire qu'on a eu beaucoup de personnalités qui ont vécu à Yopougon. Dès qu'ils ont été élus ou dès qu'ils ont eu une nomination, ils sont tous partis pour pouvoir faire bien, puisque Yopougon, Cocody, c'est là-bas, c'est la période, c'est les quartiers de boss en griffe. Moi, Yopougon, c'est le meilleur quartier pour moi. Peut-être pas tous les quartiers, puisque je ne les connais pas tous, mais moi, Yopougon, c'est le meilleur quartier parce que c'est des gens vrais, c'est la réalité du terrain. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les nuages. Il y a beaucoup de gens qui gèrent le pays ou qui ont des responsabilités qui ne sont pas en contact avec la réalité. C'est vrai que moi, je sors beaucoup, je sors de Yopougon pour travailler ailleurs, je reviens, mais j'ai quand même grandi avec certaines personnes. Il y a d'autres qui sont venus me trouver et on arrive à avoir des relations. Je suis là-bas des fois, je me prends mon jean, mes tapettes, je vais acheter mes bananes braisées, je parle avec tout le monde. Bon, c'est chez nous, quoi. Pensez-vous vous présenter un jour à Yopougon en tant que maire? Non, 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 c'est trop pour moi. Non, 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 c'est vraiment trop. Vous ne pouvez même pas imaginer déjà qu'à Niasso, c'est déjà lourd. C'est lourd parce que vous vous sentez obligé, c'est le développement. Des fois, vous vous sentez coupable d'être heureux pendant que d'autres ne le sont pas. C'est un petit patelin. Alors, Yopougon, non, non, vraiment. Peut-être si on me soulève et on me dépose là, mais sinon, de moi-même, non, pas du tout. Pas en tout, comme les Canadiens diraient. Mais vous restez à Poy. Oui, ça c'est chez nous. Alors, on vous sollicite beaucoup lors de certaines conférences. Même certains membres de la presse vous invitent pour partager ou faire partager votre expérience, justement. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à cette jeunesse ivoirienne, cette jeunesse africaine qui nous regarde en ce moment? C'est vrai qu'on me sollicite beaucoup, mais je réponds très peu pour les conférences et autres parce que je suis un peu timide, même si ça ne le fait pas. Mais ce que je peux dire et pourquoi j'ai souhaité animer votre émission, parce que d'abord, je suis pour l'aide à la jeunesse et à l'entrepreneuriat. Et je sais que c'est important. Je suis passée par là, surtout quand on faisait nos émissions.
Saveurs et Délices. Les gens ne croyaient pas en nous. Et à un moment donné, ça marchait. Donc, il faut, pour moi, les jeunes doivent croire en leurs rêves, croire et surtout faire avec le cœur. Parce que je suis très croyante et je pense que Dieu aide à chaque fois que vous posez un acte avec le cœur. C'est pas facile, ça met du temps, mais si vous le faites avec le cœur, Dieu ne peut pas s'empêcher de vous faire réussir. Peut-être pas à la hauteur de ce que vous voulez, mais vous décollez toujours. Donc les jeunes doivent croire en ce qu'ils veulent vraiment et puis donner le meilleur. Les échecs ne doivent pas les empêcher d'avancer. L'échec nous permet de nous fortifier, de repartir de plus belle et d'éviter certaines erreurs. Par contre, je demande à la jeunesse, je suis pour la formation de la jeunesse. Là, je reviens donc à ce cursus ou ce parcours d'entrepreneuriat au niveau de la formation, parce que je me dis que si on ne forme pas notre jeunesse, on va avoir un pays qui va s'écrouler. C'est important que les enfants, les jeunes soient bien formés. Parce que imaginez quelqu'un qui a une bonne formation, qui sait se défendre, il ne lui passera même pas 5 minutes à l'idée de débattre et de se fâcher, d'insulter. Parce qu'on voit beaucoup aujourd'hui, beaucoup de jeunes, tout ce qu'ils savent faire, c'est des injures. On n'a pas besoin de débattre avec des injures, on débat avec des mots, mais des mots sensés qui arrivent à convaincre l'autre. Si vous êtes bien formé, ça ne peut même pas vous venir en tête de prendre des armes. Donc, moi, j'estime qu'il faille vraiment, vraiment axer, axer notre travail sur une jeunesse formée, bien formée. Et cette jeunesse bien formée, même si elle commence un petit boulot, elle ne pourra que croître parce que justement, elle a une méthodologie et elle sait où elle s'en va. Donc, je pense que les jeunes devraient vraiment bien se former. On a beaucoup de jeunes qui ont le BTS, qui ont le doctorat, mais quand vous regardez même vous échangez, vous voyez que c'est pas lourd, c'est vraiment très superficiel. Il faut avoir une bonne formation. Et quand vous avez une bonne formation, vous maintenant, vous impactez dans votre pays, vous impactez dans votre environnement, dans votre société, dans votre pays et même dans l'Afrique. Votre regard sur la situation sociopolitique de notre pays? Je me dis qu'on est un peu perdu, on a un peu perdu les repères et que nous avons vécu ce que nous avons vécu. Il est difficile qu'on puisse nous demander d'une baguette magique de changer ou d'oublier tout ce que nous avons parcouru. Nous avons parcouru des choses horribles, des choses difficiles. Il y a des gens qui ont perdu beaucoup, il y en a qui ont perdu moins. En tout cas, tout le monde a perdu quelque chose. Et donc, c'est difficile de demander à ces personnes-là de tourner la page comme si de rien n'était. Mais il faut bien qu'à un moment donné, on puisse aller résolument à la paix, comme on le dit, mais à changer les donnes pour nos enfants. Parce que si on garde beaucoup de haine en nous, on ne pourra jamais vraiment faire la transition. Mais je me dis aussi que ce qui nous est arrivé est pas normal, mais ça fait partie de la vie des grandes nations. Les États-Unis, il y a eu la guerre entre le Nord et le Sud. Mais bon, aujourd'hui, cette nation, elle est forte. Ils sont tous ensemble. Dès qu'on touche à un Américain, on touche à tous les Américains. Et j'ose croire que notre pays pourra, dans plusieurs années, être très forte. On nous dit oui, bon, on a peur, il y a beaucoup de violence verbale. Oui, c'est vrai, c'est vraiment dommage qu'il y ait beaucoup de violence verbale. Il y en a qui disent, bon, on a peur pour 2020. Moi, je sais qu'il y a plein de gens qui sont venus vers moi, des parents d'élèves. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que vous pensez? Je leur dis non. Je ne crois pas qu'un Ivoirien puisse vouloir revivre ce que nous avons vécu.
il n'y a pas un Ivoirien qui prendra le risque de ce genre d'affrontement. Mais je me dis qu'il faut permettre aux Ivoiriens de s'exprimer, de dire ce qu'ils n'aiment pas, mais à eux aussi de l'exprimer de façon raisonnable. Vous voyez, en France, pendant combien d'années, les Gilets jaunes, ils ont eu leur ras-le-bol, ils ont cassé tout. Alors, pourquoi veut-on nous dénier, nous, à nous les Africains, à nous les Ivoiriens, d'avoir le droit de contester, même bruyamment? Donc, j'imagine qu'il y en a qui voudront contester bruyamment demain. On ne peut pas nous empêcher ce droit-là. Mais il faudrait bien qu'on puisse le faire de façon raisonnable et raisonnée. Et puis, en France, il y a tout ce qui se passe. Les gens cassent tout. Il y a pratiquement ce qui est arrivé là. La seule différence, qu'il n'y ait pas 3000 morts. Mais il y a plein de personnes qui traversent la Méditerranée pour y aller encore. Pourquoi nous? Parce que des fois, on conteste, on estime que tout va exploser demain. Moi, je suis persuadée que 2020 sera une année difficile parce qu'il y aura beaucoup de violences verbales. Il y aura beaucoup de gens qui essaieront de se faire peur. Mais je pense que nous allons avoir des élections apaisées et que le meilleur gagnera. J'espère que vraiment, ça sera le meilleur. Nous allons donc vous remettre notre livre d'or pour que vous puissiez laisser des mots qui resteront gravés dans ce livre et aussi dans nos mémoires. Et nous nous souviendrons qu'un jour nous étions avec Madame Fanny et nous avons parlé de qualité, nous avons parlé de valeurs, nous avons parlé d'éducation, nous avons parlé de modèles de femmes. Et dans quelques années, nous pourrons aussi tendre cela à nos petits frères, à la jeune génération, pour dire voici des modèles qui étaient avec nous, suivez ces modèles-là. Merci. Le 1er février 2020, vivons nos passions, car le meilleur reste à venir pour tous ceux et celles qui ont à donner à leur société, leur famille et à leur pays. Que Dieu nous guide. Ce fut un plaisir pour nous. On retiendra que quelque part une femme se bat pour que d'autres puissent voir ce qu'elle fait et surtout que impossible ne fait pas partie de son vocabulaire. Elle est toujours là pour relever les défis. Faites comme elle, prenez-en de la graine, comme soit homme ou femme. Quand on veut, on peut réellement et il faut toujours croire en ce qu'on fait. Merci beaucoup à vous, Madame Chantal Fanny, et à très bientôt. J'espère. Merci encore de m'avoir choisi et j'espère n'avoir pas déçu vos attentes et encore moins ceux ou celles qui vont regarder cette émission. Get to Know Me, c'est fini pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons très bientôt. Portez-vous bien.